Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir intervenir dans ce colloque. Je souhaitais en fait vous présenter un certain nombre d'éléments de réflexion à partir des échanges que nous avons eus, notamment avec Rémi Soukimaru, sur la question de la résilience. Donc, je suis Magali Requesa, je suis maître de conférence à l'École normale supérieure. Je suis habilitée à diriger des recherches en géographie et j'ai notamment travaillé sur les questions de vulnérabilité et de résilience aux catastrophes naturelles. Je suis également membre du Haut Conseil pour le climat et j'ai l'habitude de collaborer en France avec un certain nombre d'acteurs de la prévention des risques de catastrophes et de la gestion de crise. Et donc j'ai pu observer un certain nombre de catastrophes en France, mais aussi travailler sur des retours d'expérience étrangers sur les questions de la résilience. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une réflexion liminaire pour introduire en fait un certain nombre de débats sur justement cette notion de résilience. Et donc, je vais commencer très rapidement par indiquer comment j'entends ce concept. Vous savez d'ailleurs que cette notion plutôt que ce concept est très discutée encore aujourd'hui dans les communautés scientifiques. Pourquoi je parle de notion et non pas de concept? Parce que précisément, le terme n'est pas totalement stabilisé et qu'il fait l'objet, selon les disciplines, selon les personnes, selon les champs d'utilisation, d'interprétations un petit peu différentes. Alors, la résilience est un terme, au départ, une notion qui est descriptive. Elle sert, en tout cas en géographie et plus largement dans le champ des catastrophes naturelles, de la prévention des désastres, mais aussi dans le champ du changement climatique, à décrire donc un processus et le résultat de ce processus qui permet à un système de faire face à une perturbation. Alors cette perturbation, elle peut être un choc brutal, par exemple un séisme, ou bien un stress plus chronique, plus long, par exemple le changement climatique. Et donc la résilience, en fait, est une notion qui décrit a posteriori le processus qui conduit à l'état de résilience. Et cet état peut être ensuite décrit, caractérisé par l'observateur. Alors là, ce processus, cet état, c'est celui donc d'un système qui va lui permettre d'absorber, de maintenir tout ou partie de sa structure et de ses fonctions, de se relever, de se reconstruire, si possible en tirant les leçons de l'expérience vécue. Donc l'idée de la résilience, c'est vraiment cette idée de rebond euh, après un choc ou un stress qui va permettre à un système de dépasser la crise, de dépasser ce qu'il a subi. Alors, évidemment, dans la résilience, il y a deux idées importantes à ressortir, hein. La première, donc, c'est bien cette idée de description a posteriori. Et donc, c'est vraiment un outil très puissant du point de vue heuristique parce qu'il va vraiment permettre de rendre compte de l'état d'un système et du processus non linéaire, c'est-à-dire avec des retours en arrière, avec des rythmes différents, qui permet à ce système de rebondir, de se relever. Donc vous avez tout un vocabulaire autour de cette question du rebond, du relèvement, parfois du retour, alors à l'identique, à l'état antérieur, à un nouvel état. Et puis donc ça permet aussi de conjuguer l'espace et le temps. L'espace parce que le système, c'est un ensemble de composantes en interaction. Ces composantes sont en interaction entre elles et avec le système. Et donc, on va pouvoir regarder les rythmes de relèvement de chaque composante du système. On va pouvoir voir que dans certains cas, il y a effondrement. Dans d'autres cas, il y a retour en arrière. Dans certains cas, le relèvement est très rapide. Dans l'autre, il est beaucoup plus lent. Et puis, on va pouvoir aussi regarder différentes échelles d'observation, soit le système dans son ensemble, soit les composantes une par une, soit un ensemble de composantes. Le deuxième point qui est important, c'est que la résilience, en géographie notamment, a été appliquée à des territoires. Un territoire, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un système socio-spatial, là aussi extrêmement complexe. Et la résilience va du coup permettre de regarder plusieurs dimensions du territoire. La première dimension, c'est la reconstruction matérielle. Qu'est-ce qui va être rebâti? On va regarder évidemment les maisons, les infrastructures, les réseaux, mais aussi parfois, par exemple, l'écosystème. Et donc, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui concerne le bâti au sens très large, la matérialité du territoire. On va aussi pouvoir regarder le relèvement des
organisations spatiales de ce territoire. Est-ce que par exemple les activités, est-ce que les hommes, est-ce que les réseaux, etc., vont être localisés au même endroit et vont surtout être articulés les uns par rapport aux autres de la même façon? Par exemple, est-ce qu'on va passer d'un modèle extrêmement centralisé à un modèle plutôt d'organisation spatiale déconcentrée? Ou bien est-ce qu'on va au contraire avoir une redensification, une spécialisation? Donc tout ça en fait va mettre en jeu les dynamiques spatiales d'organisation du territoire et on peut montrer que très souvent en fait on va avoir une recomposition de ces organisations. On va aussi pouvoir regarder le rétablissement des fonctions qui étaient assurées au sein de ce territoire, qui passe bien sûr par les différentes activités, mais là aussi ces activités peuvent se recomposer, assurer de nouvelles fonctions, en abandonner certaines. Ces trois dimensions du territoire vont se traduire dans le paysage. Et donc on va effectivement voir des évolutions paysagères qui vont rendre compte de l'évolution matérielle du territoire, mais aussi derrière des fonctions et des organisations spatiales qui sous-tendent évidemment ce territoire. Ça ne suffit pas. On peut aussi regarder la dimension vécue, perçue du territoire à travers notamment la restauration ou pas des pratiques des individus et des collectifs, le renouveau ou bien la pérennisation de certains volets de l'identité territoriale. On peut aussi regarder les organisations sociales dans leur fonctionnement, par exemple les réseaux de sociabilité qui se reconstruisent ou pas au sein donc de l'espace qui a été touché. Alors, le cas de Fukushima, enfin, et plus largement de la catastrophe du 11 mars, est extrêmement intéressant parce que il permet au Japon d'abord de mettre en évidence des trajectoires qui ne sont pas linéaires, des trajectoires différentielles de reconstruction, de rétablissement, de relèvement. Et donc, ça, c'est un cas extrêmement intéressant pour regarder maintenant sur plus de 10 ans, hein, comment un territoire se relève ou pas à plusieurs échelles de temps et d'espace. C'est en particulier important de regarder la différence entre justement les territoires qui ont été frappés par le tsunami, les territoires qui ont été en plus touchés par l'accident nucléaire de Fukushima. Il est aussi d'ailleurs intéressant de regarder comment cet événement est nommé, parce que le fait de nommer une catastrophe va permettre aussi de montrer comment elle a été appréhendée, comment elle s'inscrit dans la mémoire du territoire et dans sa trajectoire. Parler de catastrophe nucléaire ou d'accident nucléaire, ce n'est pas la même chose. Et de la même façon, regarder le tsunami, le séisme, la conjugaison des deux, voire la conjugaison des trois dans le cas des régions touchées par la radioactivité, c'est extrêmement important là aussi pour montrer que la catastrophe finalement est quelque chose de très complexe et qu'on ne peut pas l'aborder d'un seul tenant. Deuxièmement, le cas du Japon et de la catastrophe du 11 mars, et c'est d'ailleurs par parenthèse extrêmement intéressant de voir que cette catastrophe est nommée, en tout cas en français, à partir de sa date et non pas de son lieu. Là aussi, hein, on voit bien comment, selon les interlocuteurs, vous avez des gens qui vont parler de la catastrophe de Fukushima, englobant derrière le tsunami et le séisme, d'autres qui vont parler plutôt de la catastrophe de Sendai ou de la région du Tohoku, pour ne pas justement mettre l'accent uniquement sur la dimension nucléaire de la catastrophe. Et puis vous avez des gens qui vont nommer le 11 mars, exactement comme on parlerait de 11 septembre aux États-Unis ou en France du 15 novembre pour les attentats qui ont ensanglanté Paris. On est vraiment là dans des noms qui révèlent aussi le rapport du territoire à la catastrophe, le rapport des individus à la catastrophe et la rupture, ou pas d'ailleurs, que cette catastrophe peut constituer dans l'identité territoriale. Si je reviens donc au cas du Japon, de cette catastrophe du 11 mars, il est extrêmement intéressant de regarder comment ici l'exemple japonais permet de montrer que la résilience n'est pas en soi un donné d'abord, et que c'est quelque chose en fait qui est extrêmement ambivalent, que toute résilience d'une certaine manière n'est pas bonne à prendre. On voit bien comment la résilience va désigner des trajectoires extrêmement différentes. Alors on a bien sûr l'effondrement qui correspond par exemple au suicide pour des individus, à la disparition d'un certain nombre d'activités. Tout ce qui ne concerne pas cet effondrement et cette disparition peut relever de la résilience. Mais on voit bien que selon les enjeux, selon les systèmes envisagés, si on est sur des individus, des entreprises, des groupes sociaux, selon ce qu'on va regarder, on a dans certains cas une détérioration
c'est-à-dire un rétablissement mais qui se fait au prix d'une dégradation. Alors ça peut être une dégradation des indicateurs de bien-être pour la personne, ça peut être une dégradation des ressources, ça peut être une dégradation des conditions de vie, ça peut être une dégradation des revenus, de l'activité. On va aussi avoir dans certains cas un retour à l'état antérieur. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir des gagnants avec une amélioration des conditions, avec une amélioration de la situation. Dans le cas du 11 mars, il est vraiment intéressant de regarder la différence entre les victimes de la catastrophe naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire du séisme et du tsunami, par rapport à celles qui ont été en plus victimes du nucléaire. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a des processus d'exclusion qui se sont mis en place par rapport à ces victimes, qui ont été notamment stigmatisées. La question du déplacement aussi des populations n'est pas la même, du relogement, de la relocalisation, du retour. Et donc on voit bien là aussi comment il va y avoir des trajectoires différenciées pour les populations et donc derrière pour les territoires et pour les activités qui s'y trouvent, qui est extrêmement intéressante de décrypter pour montrer là aussi que la résilience n'est pas quelque chose d'uniforme, un processus homogène et linéaire, mais qu'au contraire, elle demande vraiment de combiner les échelles de temps, d'espace et les échelles sociologiques. Alors, le deuxième point qu'on peut regarder à partir de cette notion de résilience, c'est que la résilience est souvent vue comme une opportunité. C'est un temps qui est un temps normalement d'apprentissage, en tout cas un moment où dans la reconstruction et dans le relèvement post-catastrophe, il est possible de tirer entre guillemets parti, de tirer bénéfice de ce qui s'est passé pour que ce temps soit un temps d'innovation, un temps d'émergence qui va permettre de renforcer les sociétés face à des menaces futures. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le cadre d'action de Sendai, qui est donc ce cadre d'action qui a été adopté par l'ONU, qui couvre donc les périodes de 2015 à 2030. Là aussi, hein, le cadre de Sendai, c'est intéressant parce qu'il a été justement adopté à Sendai, donc sur ces territoires qui ont été victimes de la catastrophe. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'à Sendai, justement, dans ce cadre d'action, l'ONU a mis en avant l'idée du Build Back Better. Build Back Better, c'est bien cette idée de reconstruire, non pas à l'identique, non pas avec un retour en arrière, mais de mettre en place une reconstruction préventive qui permette de mieux faire face à l'avenir et de développer les capacités de résistance, de résilience, en réduisant les causes de la vulnérabilité. Alors, ça implique ça que la catastrophe du 11 mars a initié des évolutions importantes dans la perception des risques, et en particulier dans le fait de traiter le post-catastrophe comme un temps entier, un temps plein de la politique de prévention des catastrophes naturelles. Alors, je ne connais pas assez le Japon pour savoir ce qui s'est passé, mais il est clair d'abord que la catastrophe du 11 mars, notamment en Europe, a eu des impacts très importants, sur le moment en tout cas, sur la question du risque nucléaire. On a vu en Allemagne notamment un grand mouvement pour la fermeture des centrales. On l'a vu aussi en France, ça s'est cristallisé autour de Fessenheim. Là aussi d'ailleurs avec une focale sur la question des séismes, alors même que par exemple la question des tempêtes, avec ce qui s'est passé au Blayais quelques années avant, donc le Blayais hein, c'est au niveau de la Gironde, ou bien par exemple des centrales nucléaires qui se trouvent sur le Rhône et qui pourraient être menacées par des ruptures de barrages ou par des étiages estivaux, n'a pas forcément été mise en avant dans le débat public. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on voit en post-Covid un renversement de l'opinion publique qui est maintenant à presque 60% favorable au nucléaire, notamment parce que ce nucléaire permet de suivre la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre auquel la France s'est engagée et d'atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050. Donc on voit là aussi que au-delà du moment en fait de la catastrophe, et bien derrière on a des mécanismes d'oubli et de nouveaux arbitrages en termes de sécurité qui font que des risques vont être privilégiés par rapport à d'autres dans la gestion. Ce qui est intéressant par contre, c'est que
La catastrophe de Sendai a permis de revenir sur la question de la mémoire du risque. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits pour montrer, par exemple, que sur ces côtes, dans le passé, on connaissait ces tsunamis. On a vu des photographies, notamment de marques anciennes dans le paysage, de repères de tsunamis. Et donc, on voit bien là aussi que la perception du risque a changé et que cette perception du tsunami qui avait déjà été mise en lumière avec ce qui s'était passé dans l'océan Indien en 2004, cette catastrophe qui avait frappé notamment le Banda Aceh où se trouvaient beaucoup de touristes européens, et bien là ça a permis de revenir sur le risque tsunami et on a vu un certain nombre d'études qui ont été lancées à partir de ce moment-là, notamment en France et en Méditerranée, sur la question du risque tsunami. Avec le problème, c'est que derrière, évidemment, c'est pas du tout le même phénomène, c'est pas du tout la même ampleur, et que donc on a eu tendance là aussi à ne pas finalement traiter le bon risque. Donc la perception du risque a été modifiée, en tout cas sur le tsunami. Et ça a aussi alimenté un certain nombre de réflexions sur l'évacuation verticale et horizontale. C'est notamment en post-Sendai que des études ont été menées en France sur l'évacuation massive. On a aussi eu pas mal de travaux sur des modèles multi-agents pour comprendre comment, en cas d'alerte, que ce soit dans les DROM, dans les départements pardon, et territoires d'outre-mer ou par exemple en Méditerranée, on arrivait à déplacer rapidement les populations et quels étaient le comportement des populations en cas de crise et d'alerte brutale. Ici, le cas notamment des enfants et des écoles qui avaient été mises en lumière pour le 11 mars avec les évacuations verticales. Alors, il a été peu diffusé dans les médias français, mais par contre, il a beaucoup marqué les esprits chez un certain nombre de gestionnaires, et donc il a conduit aussi à revoir un certain nombre de plans. C'est aussi, cette catastrophe a aussi été l'occasion de renouveler la réflexion sur ce qu'on appelle les crises hors cadre. Et à ce titre-là, l'audition du directeur de la centrale de Fukushima, qui a donné lieu à un ouvrage presque de vulgarisation, qui a été traduit en français, a été extrêmement importante et aujourd'hui elle est beaucoup étudiée dans les formations sur la gestion et la prévention des risques et des crises, parce qu'elle montre justement comment à un moment donné dans ces crises hors cadre, les individus sont appelés à faire face à la prise de décision en situation d'incertitude. Ça fait aussi beaucoup écho aujourd'hui avec ce qui se passe sur la crise Covid en France. Et là encore, on voit que pour le coup, si la catastrophe a été un intense moment de réflexion, on voit que derrière la traduction opérationnelle et les changements de pratique ne sont pas forcément à l'ordre du jour. Alors je passe très rapidement sur le fait qu'en France, cette catastrophe a été l'occasion de renouveler un certain nombre de poncifs, d'idées reçues, de préjugés sur les victimes, avec toujours l'idée qu'au Japon, on est préparé, on a la culture du risque, on sait faire. Et donc cette espèce de dissonance cognitive entre d'un côté une société japonaise qui est vue comme quasiment invulnérable et par sa technique et par le fait que les populations sont extrêmement disciplinées, habituées, j'en passe et des meilleurs. Et puis un certain nombre de reportages qui ont montré comment les populations pouvaient être traumatisées, les suicides qui ont suivi, la question aussi des difficultés de relèvement. Et on voit ici que finalement la catastrophe a été une occasion aussi comment dire, de créer une dissonance, là encore, entre les idées reçues d'un côté et la réalité, et finalement de nuancer un certain nombre de positions. On avait déjà vu ça d'ailleurs après Kobe, la surprise de voir qu'un séisme pouvait causer 5000 morts. Il est clair en revanche qu'en France, les gens n'ont absolument pas eu idée de ce que pouvait représenter un séisme à plus de 9 sur l'échelle de Richter, de ce qu'avaient pu vivre les populations. Et finalement, il y a eu un peu cette espèce de surprise de se dire que les populations que le Japon n'était pas prêt à faire face à ce type de catastrophe. On voit bien là aussi comment la résilience, la capacité de résilience peut être à un moment donné mythifiée à l'extérieur et peut servir finalement de label pour un territoire ou une société, alors même que la réalité est beaucoup plus difficile.
Deux autres points importants, toujours sur cette idée de catastrophe du 11 mars. D'abord, effectivement, Sendai, je l'ai déjà dit, a été l'occasion de revoir complètement la question du post-crise et du relèvement. Il serait intéressant de voir ce qui a été fait sur le territoire, et notamment on voit souvent, d'ailleurs comme pour Katrina, qu'on arrive essentiellement à un renforcement des ouvrages de protection, des systèmes d'alerte, mais que globalement, les systèmes productifs, par exemple, les localisations, il y a une inertie, parce que là aussi, il y a un arbitrage entre les ressources offertes par les territoires et les risques. Ce qui serait aussi très intéressant, c'est de regarder par contre les pratiques des individus, notamment le rapport à la mer, entravé par la construction de digues plus grandes, la façon de vivre et d'habiter ces territoires qui là évolue. Et donc, un des enjeux, c'est aussi ici de construire en fait des indicateurs de résilience à partir de ces retours d'expérience. Alors, pas simplement autour des indicateurs classiques, hein, la croissance économique, par exemple, le taux de reconstruction, mais de voir par exemple le retour des populations. Et surtout, dans ces taux de retour, qui est revenu? Est-ce que ce sont des nouvelles populations? Est-ce que ce sont des populations anciennes? Quels ont été les freins à ces retours? On peut penser par exemple à la question du foncier, qui pour Katrina avait été très forte. Et puis on peut aussi regarder du point de vue psychologique la question des traumatismes, de la mémoire. Alors on a beaucoup parlé des maladies post-catastrophe nucléaire, mais tout ce qui concerne la santé mentale et la santé physique, et donc les victimes en fait indirectes de ce tsunami, est souvent peu étudié, et ça mériterait en fait d'avoir des approfondissements. Alors, en conclusion, le cas japonais, finalement, a effectivement renforcé l'usage du concept de résilience avec tous ses travers. D'abord l'essentialisation des bonnes et des mauvaises victimes, l'idée qu'il y aurait des gens ou des territoires plus résilients que d'autres. On voit que ça ne tient pas par rapport à la réalité. On voit aussi que la résilience, en fait, est partiellement décorrélée de la vulnérabilité, puisque la vulnérabilité, en fait, on voit que des gens, des territoires très vulnérables, soit parce qu'ils sont très exposés, soit parce qu'ils sont très fragiles, vont finalement avoir des trajectoires de relèvement bien meilleures que d'autres qui étaient a priori moins vulnérables. On voit deuxièmement que cette question de la résilience reste peu opérationnelle, au sens où il est très facile de décrire a posteriori un processus de relèvement. Il est beaucoup moins simple de caler en amont les solutions et les mesures qui permettraient à ce territoire ou à ces populations ou à ces activités de faire face à tout, à n'importe quoi et en tout temps. On voit ici que la question du discours, la façon dont on nomme les choses est extrêmement importante, et ce discours sur la résilience qui est porté par les acteurs politiques et économiques du territoire est d'une certaine façon performatif, puisqu'à partir du moment où on va dire « je suis résilient », on l'est. Mais évidemment, appliqué à un territoire, tout ça pose la question de la réalité, de l'objectivation, entre guillemets, de ces processus, et notamment de la prise en compte de la complexité, qui tend évidemment à réduire les échelles de temps et d'espace, et à limiter essentiellement la question de la résilience à la reconstruction matérielle. Alors, on voit aujourd'hui que plusieurs mouvements sont à l'œuvre, probablement au Japon, mais aussi à l'échelle mondiale. D'abord, le référentiel de la résilience, qui s'impose avec trois idées. La première, qui est une idée forte, c'est que la résilience et ce référentiel permet de restaurer la capacité d'action face à des crises que l'on sait inéluctables. Il va permettre de relier ensemble des volets qui étaient jusque-là séparés, la prévention en amont, la protection, la gestion de crise et la reconstruction, le tout dans un cercle vertueux. Ça permet aussi de restaurer ce qu'on appelle l'agency, la capacité d'action des individus et des organisations, avec l'idée que les vulnérables, qu'ils soient exposés ou qu'ils soient fragiles, ne sont pas condamnés à être des victimes passives. Et donc on voit que derrière cette résilience, on a tout un jeu autour de la préparation, la preparedness, comme disent les anglo-saxons, qui va en fait permettre de développer les capacités à faire face des individus, des activités et des territoires. Mais derrière, on a deux interprétations possibles de ce qu'on appelle le capacity building. Le premier, c'est de créer les ressources qui vont permettre aux individus de faire face, et plus largement au territoire, et de permettre à l'ensemble des parties prenantes et des acteurs d'y accéder. Ce qui revient en fait à traiter les causes profondes de la vulnérabilité, et c'est ce qu'on a dans le cadre de Sendai. L'autre façon de voir les choses, c'est plutôt de développer les facultés inhérentes des enjeux,
ce qui revient en fait à reporter sur eux la responsabilité de la sécurité au nom d'un empowerment qui en fait est simplement un transfert de coûts et de responsabilité au nom d'un transfert de compétences. Et cette tension-là entre propriété inhérente et création de ressources, elle est omniprésente dans les politiques publiques et dans les cadres internationaux. Alors en conclusion, on voit qu'en fait le volet nucléaire a produit de nouveaux éléments d'analyse, notamment en termes de catastrophes hors cadre. Ce qu'on voit aussi, c'est que, alors sur la France en tout cas, finalement on n'a pas beaucoup avancé, en particulier parce que la question d'une NatTech est encore très peu regardée, que les effets dominos restent très largement sous-estimés. Et ce problème va se poser encore plus avec la question des étiages estivaux liés au changement climatique. Donc on voit en fait que la catastrophe de Sendai reste aujourd'hui quelque chose finalement d'important qui a fait évoluer chez les ingénieurs, chez la sécurité nucléaire, chez un certain nombre de parties prenantes les pratiques et les réflexions, mais que globalement maintenant elle relève quand même d'un passé qui a été très largement oublié en France. Et donc, finalement, elle est ambivalente et elle demanderait en tout cas, côté français, à être mieux connue, mieux appréhendée et que les discussions soient plus approfondies et les échanges soient beaucoup plus approfondis. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon colloque.